Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez, la campagne de vaccination s'est accélérée ici en Belgique depuis quelques semaines et elle est ouverte à tous à partir de ce 3 juin. Comme vous savez, 80% des personnes avec comorbidité ont déjà reçu leurs 2 doses et donc on va pouvoir passer à la phase supérieure. Donc, je vous propose, durant ce second webinaire sur les vaccins Covid-19, de faire un petit peu l'état des lieux de la situation et de s'attarder un petit peu sur les questions toujours en suspens et les rebondissements qu'on a connus, notamment concernant les effets secondaires. Le but étant toujours de vous permettre de décider si vous allez vous faire vacciner. Alors, voilà le menu de cette petite heure qu'on va passer ensemble. On aura 15 minutes environ après pour les espaces de questions-réponses. Je vous invite en tout cas déjà à poser vos questions par écrit dans le chat. Encore une petite information, le webinaire donc, est valable comme recyclage pour les conseillers en prévention et donc à la fin du webinaire, il y aura 3 questions qui vous seront posées pour effectivement recevoir l'attestation. Alors, pour commencer, on va faire un bref rappel donc pour ceux qui n'avaient pas assisté à la première production du webinaire. Et donc, les mécanismes de défense naturelle. Comme vous le savez, on a notre système immunitaire qui est très performant, très complexe également, et qui permet effectivement de nous défendre contre les agressions extérieures. Alors, 2 lignes pour ça. La première, qui n'est pas du tout spécifique, et dès que notre corps entre en contact avec un intrus qui est reconnu comme corps étranger, certaines cellules vont littéralement venir manger ces corps étrangers pour les éliminer. Alors, ce système est effectivement rapidement dépassé et n'est pas spécifique, donc il met en route une 2e ligne, effectivement, par le biais d'une réaction inflammatoire, où il active d'autres cellules qui vont permettre de développer des armes tout à fait spécifiques contre les agresseurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle les anticorps. Donc, vous voyez, à chaque agent pathogène, on a des caractéristiques bien particulières et donc le but c'est de développer des armes qui sont tout à fait spécifiques en grand nombre et qui vont pouvoir venir s'accrocher littéralement sur l'agent pathogène pour pouvoir évidemment l'inactiver et l'éliminer. Alors, vous allez me dire pourquoi ce n'est pas suffisant et quel est le but alors d'encore se faire des vaccins. Mais c'est que tout ce système-là prend évidemment un petit peu de temps et c'est pour ça qu'on développe la maladie en attendant effectivement qu'on puisse avoir ces anticorps en grand nombre et pouvoir éliminer le virus, ici en l'occurrence incriminé. Donc l'idée du vaccin, c'est de pouvoir justement donner à notre corps l'information au préalable pour fabriquer cette 2e ligne, donc ces armes spécifiques pour qu'ils soient présents et pour qu'ils puissent être fabriqués très très rapidement quand on vient en contact ici avec le coronavirus. Et donc, c'est ce qui permet effectivement de ne pas être malade ou d'être beaucoup moins malade et en tout cas de ne pas développer de formes sévères. Donc ça, c'est vraiment l'idée des vaccins. Alors,
Vous le savez, en Belgique, il y en a pour le moment 4 qui ont reçu l'approbation pour être distribués, 2 à ARN messager, qui sont ceux de Pfizer et de Moderna, et 2 à vecteur viral, celui d'AstraZeneca et de Johnson Johnson. Alors, également aussi, qu'est-ce qui change, c'est quoi la différence entre ces types de vaccins? Ben, c'est vraiment la façon dont on va donner l'information à notre cellule, à notre corps, pour pouvoir développer ces fameux anticorps. Et donc, ben, l'idée des vaccins à ARN messager, c'est de donner le plan pour fabriquer des protéines spike, donc la partie reconnaissable du coronavirus. Et donc, on va injecter dans nos cellules des plans, les ARN messagers, pour fabriquer ces fameuses protéines spike qui vont être reconnues comme corps étrangers et donc contre lesquels notre corps va fabriquer les fameux anticorps spécifiques. Ça, c'est l'idée des vaccins ARN messagers. Pour les vaccins à vecteur viral, qu'est-ce qui change? On ne donne pas l'ARN messager, mais on donne effectivement le gène de la protéine spike pour que invariablement soit aussi fabriquer ces protéines spike, et on va l'entourer pour qu'il puisse pénétrer dans nos cellules dans une enveloppe d'un virus qui est inactivé et qui va être injecté dans notre cellule. Donc ça, c'est l'idée de donner une enveloppe d'un virus pour qu'il puisse pénétrer dans notre corps, un virus évidemment tout à fait inoffensif. Alors, sont-ils vraiment efficaces? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose assez souvent. Et pour pouvoir y répondre, on va d'abord peut-être un petit peu expliquer comment on calcule l'efficacité d'un vaccin. Donc, avant de pouvoir recevoir l'attestation pour mettre en circulation les vaccins et pouvoir les distribuer, chaque firme pharmaceutique doit fournir évidemment un dossier complet avec les résultats de ces études. Et là-dedans est compris évidemment l'efficacité attendue. Et donc, c'est des procédures qui sont bien déterminées et validées scientifiquement qu'il faut respecter. Et comment ça se passe? On recrute un grand nombre de volontaires dans lequel on tire au sort 2 groupes. Un groupe qui va recevoir le vaccin et un autre qui va recevoir un placebo. Et puis, on regarde ce qui se passe dans les 2 groupes et on voit effectivement que dans le groupe des personnes vaccinées, on a 11 cas d'infection au coronavirus et dans le groupe placebo, on en a 185 et puis on fait un rapport. Et donc, ce qu'on calcule, c'est une réduction de risque d'avoir une infection au coronavirus lorsqu'on est vacciné. Et donc, quand on dit que c'est efficace à, par exemple, 94%, ça veut dire que ça réduit le risque d'avoir le coronavirus. Alors, l'idée, voilà un petit peu les efficacités qui sont effectivement annoncées pour les différents types de vaccins et le nombre de personnes sur lesquelles ils ont été testés. Alors, attention, qu'est-ce que ça veut dire cette efficacité-là? Il y a plusieurs choses en tout cas qu'il faut prendre en compte parce que peut-être que quand on voit les chiffres, vous allez me dire moi, je ne veux certainement pas recevoir du Johnson Johnson, mais je veux absolument un Pfizer parce que en tout cas dans les chiffres, ça a l'air beaucoup plus efficace. Oui, mais c'est pas si simple évidemment parce que ça dépend effectivement d'abord les populations sur lesquelles les vaccins ont été testés et administrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que
les vaccins de Pfizer et de Moderna ont été développés et testés beaucoup plus tôt que ceux de Johnson Johnson et d'AstraZeneca, donc sur des populations différentes où il n'y avait effectivement pas encore l'émergence de certains variants. Et donc, c'est ça qui peut donner en tout cas l'impression que certains vaccins sont plus efficaces que d'autres, mais attention de ne pas comparer des chiffres bruts et de savoir effectivement qu'il y a des différences entre les populations dans lesquelles elles ont été testées et que donc ça peut faire varier cette efficacité. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que on a en tout cas 100% de protection contre les décès et contre les hospitalisations, c'est-à-dire contre les formes graves. Hein. Donc, ça ne nous empêche pas éventuellement de contracter la maladie, mais on va, si on le fait, on va l'avoir effectivement dans une forme qui sera beaucoup plus allégée que si on n'était pas vacciné. Donc ça, c'est vraiment aussi important de savoir et que, évidemment, maintenant, avec le recul qu'on a, il y a également d'autres informations et ces vaccins sont également testés et analysés sur d'autres variants. Ça, on y reviendra plus tard. Alors, pour vous montrer effectivement ici l'efficacité dans les populations où on a déjà beaucoup plus de recul, hein. Vous savez, en Israël, ils ont commencé la vaccination relativement tôt, hein, vers déjà décembre de l'année passée. Ils ont commencé à vacciner, ils ont vacciné de façon assez rapide. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, vous voyez ici, en rouge, c'est l'incidence, hein, donc le nombre de cas d'infection qui se sont développés. Et vous le voyez, on a ici dans une population des 65 ans, les 45-64 ans, ici 25-44, et là, les plus jeunes. Et on voit que, effectivement, en bleu clair, c'est le nombre de personnes qui ont reçu une dose et puis fatalement avec le temps, les personnes commencent à recevoir leur deuxième dose et donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que clairement, on a, dès qu'on commence la vaccination, un certain laps de temps après, un très court, on a quand même déjà un effet et on voit ici que le nombre de cas est déjà beaucoup moins important que dans les populations qu'on a commencé, hein, dans les tranches d'âge en tout cas, qu'on a commencé à vacciner beaucoup plus tard. Donc, l'efficacité au niveau du nombre de développement de la maladie et déjà une efficacité claire après, hein, on voit ici la réduction de risque, après une première dose et fatalement une diminution importante à partir du moment où on commence à administrer les deux doses. Et donc, voilà, effectivement, on peut se dire pourquoi on a commencé à vacciner les personnes plus âgées, parce que on voit que le nombre de cas a quand même augmenté, hein, donc ça veut dire qu'il y a une transmission aussi chez les plus jeunes, mais ce qu'on sait, c'est que les plus jeunes développent des formes moins sévères de la maladie, hein, quand ils en développent, parce que très souvent c'est asymptomatique, et donc le choix a été fait de d'abord protéger les populations qui sont plus à risque d'être effectivement hospitalisées et de développer des formes graves. Pourquoi? Pour les protéger, certainement, mais également pour diminuer la pression sur le système hospitalier. Donc ça, c'était un petit peu l'idée de ce choix de la vaccination, mais qu'est-ce qu'on voit également? C'est que ce sera important de vacciner aussi les personnes plus jeunes pour évidemment diminuer cet effet de transmission et de circulation du virus. Alors justement, la question qui n'était pas encore claire, en tout cas qui commence à le devenir maintenant, c'est de savoir, ok, est-ce que le virus, la vaccination protège contre le fait de développer des formes graves et sévères de la maladie?
maladie, hein, de mourir, d'être hospitalisé, ça c'est certain, mais qu'en est-il de la transmission? Alors maintenant, on a un petit peu plus de recul, hein, et on commence à voir des populations où les gens sont vaccinés en grand nombre, et ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ben, par rapport à quelqu'un qui n'est pas vacciné, le fait d'être vacciné, ben, on est contagieux si jamais on développe évidemment la maladie, même si on n'a pas de symptômes, hein, ben, on est contagieux beaucoup moins longtemps, hein, beaucoup moins de jours que si on n'est pas vacciné, et on est contagieux pour ben, un cercle beaucoup plus restreint de personnes. Hein, donc, ce qu'on sait, c'est que au plus on a une forme grave, au plus on va être contagieux, et si la forme est symptomatique, ben, on l'est beaucoup moins, et a fortiori si on est vacciné. Donc, on a déjà une première réponse. Hein, ben, voilà, évidemment, on aura de plus en plus de données avec le temps qui passe, mais on a une efficacité sur la transmission, et donc ça c'est vraiment important parce que ben, au moins le virus circule, ben, au moins on aura de mutations, ça c'est une première chose, on en reviendra sur la question avec les variants, mais au moins, effectivement, on aura de gens qui seront infectés, et donc on pourra certainement endiguer plus facilement cette pandémie. Et voilà pourquoi aussi, hein, on n'a pas encore de guidelines en Belgique, mais ce sera probablement important de vacciner les populations plus jeunes également. Donc voilà l'idée, hein, les études sont toujours en cours, mais en tout cas, on a quand même des signes qui sont très positifs, que ce soit ben, dans des tests en laboratoire, que sur des études qui ont été faites dans des familles britanniques, où on voit qu'effectivement, ben, pourquoi dans les familles? Parce qu'on sait que c'est là qu'on a quand même des contacts rapprochés, hein, et donc c'est là que la transmission a le plus de chances de se faire, et donc on voit qu'on diminue quand même de 40 à 60% la transmission, même dans les contacts rapprochés. Donc ça, c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle. Alors, ben, comme on l'a vu, les 2 doses restent bien évidemment cruciales pour avoir la protection, sauf évidemment pour le vaccin de Johnson & Johnson qui est unidose, et ben, voilà, de respecter les temps, le laps de temps entre les 2 doses, ben, qui est différent effectivement en fonction du type de vaccin que vous allez réaliser. Et évidemment, cette question sur la durée, hein, de la protection, ben, les études sont toujours en cours, les signes sont encourageants, hein, avant on parlait de 6 mois, maintenant de 1 à 3 ans, mais voilà, la grosse question, c'est de nouveau l'adaptation aux variants, hein, et de savoir, ben, voilà, au plus vite on empêche le virus de circuler, au moins il va muter, et au plus de chances on aura de diminuer cette transmission, et de savoir évidemment, ben, voilà, vous savez qu'il y a ces cellules mémoire, hein, qui gardent ben, justement la capacité de pouvoir produire ces anticorps, hein. Alors ben, ce qu'on sait déjà par exemple pour les vaccins contre l'hépatite, ben, c'est que c'est valable à vie. Ben, pourquoi? Parce que on garde cette capacité même des années après, ben, si on est avoir été vacciné, si on est en contact avec le vaccin, avec pardon, l'agent pathogène de l'hépatite, ben, de pouvoir fabriquer ces fameux anticorps. Eh bien, ben, c'est ce qu'on cherche à savoir ici, combien de temps cette mémoire va persister, hein, donc cette capacité des années après à pouvoir refabriquer ces anticorps efficaces. Et donc, ben, c'est ça qui est la vraie question. Et ben, voilà, au plus on aura du recul, au plus effectivement on saura, on pourra dire, ben voilà, on fait un rappel tous les X ans, où on ne doit plus faire de rappel, et évidemment en fonction des mutations et des développements des variants. Donc voilà un petit peu pour le petit rappel, hein, de ce qu'on avait déjà abordé dans le premier webinaire. Maintenant, les effets secondaires. Alors c'est
vrai qu'on a entendu pas mal de choses, hein. On a mis certaines campagnes de vaccination en pause, et donc, ben voilà, on ne sait plus trop qu'en penser, on ne sait plus trop si finalement on prend quand même pas des risques importants avec toute cette thrombose dont on a entendu parler. Alors, pour un petit peu expliquer ça et mettre les choses en perspective, hein, donc vous le savez, il y a de nouveau, hein, dans ces dossiers qui doivent être transmis pour la mise sur le marché, ben, une étude qui doit être faite sur les effets secondaires, et de nouveau, on doit pouvoir comparer, hein, ce qui s'est produit dans le groupe qui a reçu le vaccin et dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin, et de pouvoir dire, OK, quels sont les effets secondaires qui sont attribuables au vaccin, hein. Il est certain, effectivement, que voilà, dans le décours d'une vaccination, vous pourriez très bien vous casser la jambe, oui, OK, mais ce n'est pas forcément attribuable au vaccin. Donc, on va comparer, hein, par exemple, le nombre de gens qui développent un infarctus après le vaccin et après l'injection d'un placebo, et on va se dire, OK, il y en a plus ou moins que dans la population contrôle, hein, donc la même chose pour tous les effets qu'on va voir se développer, et on va toujours analyser cette balance, hein, bénéfice-risque. Quel est le bénéfice que j'ai à me faire vacciner et donc à développer des formes moins graves et à diminuer la transmission, et le risque que je prends en me faisant vacciner à développer effectivement un effet secondaire qui est potentiellement grave. Alors, ça doit être réalisé non seulement dans les études, évidemment, hein, pour la mise sur le marché, mais on a ce système de pharmacovigilance qui impose à chaque praticien, en tout cas à chaque personne qui va injecter le vaccin, de mentionner, hein, à l'Agence fédérale des médicaments tous les effets secondaires qu'il a observés. Hein, comme ça, on a un très très grand nombre d'informations et on peut vraiment être tout à fait pertinent. Parce qu'il est certain, même si les essais cliniques, hein, ont été réalisés sur 40 000 personnes, c'est déjà beaucoup de monde. Mais quand on vaccine 40 000 personnes ou quand on vaccine des millions de personnes, les effets secondaires rares, on ne les voit évidemment que quand on vaccine un très très grand nombre de personnes. Hein. Si vous avez une fréquence d'effets secondaires qui est de 1 sur 1 million, quand vous vaccinez 40 000 personnes, vous n'allez peut-être pas voir se développer cet effet secondaire-là. Donc ça, c'est l'idée de la pharmacovigilance, c'est de contrôler tout le temps qu'est-ce qu'on voit comme effet secondaire. Alors, il y a des effets secondaires qu'on connaît, hein, pour les vaccins. Si vous vous êtes fait vacciner contre la grippe, vous avez tous sans doute déjà été un petit peu plus fatigué, eu des maux de tête, des courbatures, un petit peu de fièvre. Hein, ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles, et ça marque quoi? Ça marque effectivement le fait que voilà, il y a cette production effectivement d'anticorps, hein, cette réaction inflammatoire qui est présente dans notre corps et qui va mettre en route justement la production de ces fameux anticorps. Alors oui, hein, éventuellement, il y a certaines personnes qui ne vont pas du tout développer d'effets secondaires, il y en a certains qui vont peut-être rester au lit 24 heures. Alors on n'est évidemment pas tous égaux par rapport à ça, hein, et c'est ça qui fait qu'évidemment, c'est pas une science exacte, la médecine, c'est un art, et donc voilà, tout le monde n'est pas égaux effectivement par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va détecter? C'est les effets secondaires graves, évidemment, hein, qui potentiellement peuvent mettre la vie des patients en danger. C'est quoi, par exemple? C'est des réactions, hein, allergiques à un composant du vaccin, certains problèmes neurologiques, ou maintenant ces fameux risques de thrombose dont on a parlé pour les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson. Alors, ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est
on peut modéliser ça aussi de façon mathématique. Et alors, on regarde en fait le nombre d'hospitalisations qui ont été prévenues et le nombre de cas de Covid qui ont été évités par la vaccination. Et on voit ici dans les différentes tranches d'âge. Donc évidemment, les personnes plus âgées sont plus à risque et donc fatalement, le fait de vacciner évite un beaucoup plus grand nombre de cas et certainement d'hospitalisation. Et on sait que au plus on est jeune, au moins on a de chance de se faire hospitaliser. Donc le fait de se faire vacciner, on évite fatalement un peu moins d'hospitalisation. Mais, parallèlement à ça, on va regarder effectivement le nombre ici de cas de thrombose qui se sont développés. Et qu'est-ce qu'on voit? Que c'est c'est déjà extrêmement rare, mais que ça l'est encore plus dans les tranches d'âge plus élevées. Donc, fatalement ici, la balance risque-bénéfice énorme, évidemment, parce qu'on a très très peu de cas de thrombose et on évite un très très grand nombre d'effets secondaires, d'hospitalisation liés à l'infection. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça se produit surtout chez les jeunes. Et donc, c'est toujours l'idée de cette balance risque-bénéfice. Et c'est comme ça que pour l'AstraZeneca, on a déterminé un âge en dessous duquel on n'allait plus l'utiliser. C'est pour effectivement éviter ces quelques cas. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que la balance risque-bénéfice est négative, que du contraire, elle reste toujours extrêmement positive. Si on peut prendre, par exemple, un exemple qui n'est pas du tout médical, quand vous utilisez votre voiture pour vous déplacer, vous savez que vous en avez un bénéfice parce que vous pouvez arriver assez rapidement et de façon confortable à l'endroit où vous devez aller, mais vous avez un risque effectivement d'avoir un accident, de potentiellement avoir une hospitalisation à cause de cet accident ou éventuellement de mourir si l'accident est très très grave. Et donc, de nouveau, on est dans une balance risque-bénéfice. C'est pas, vous n'allez pas décider de ne pas utiliser votre voiture parce que potentiellement, vous pourriez avoir un accident grave. Mais on est un petit peu dans la même logique de réflexion et en tout cas d'analyse quand on administre ici les vaccins, mais peu importe le médicament. Et donc, c'est vraiment cette idée de balance risque-bénéfice. Alors, pour le vaccin de Johnson & Johnson, voilà aussi un petit peu les chiffres. Qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. On voit d'abord que le problème de thrombose ne se présente pas chez les hommes, mais que c'est toujours chez les femmes et dans une tranche d'âge jeune. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'incidence reste quand même extrêmement faible. On parle de 7 cas de thrombose par million de vaccinations. Ça veut dire que quand on va vacciner 1 million de femmes entre 18 et 49 ans, on va avoir 7 femmes qui vont développer ces thromboses. C'est moins important pour les femmes plus âgées qui, elles, ont une chance, on va dire, même pas par million de vaccinations d'éventuellement développer ces thromboses. Donc, évidemment, la balance risque-bénéfice reste tout à fait positive. Alors, pour mettre un petit peu aussi les choses en perspective, je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc, si on voit de manière globale, on va dire, tiens, le vaccin d'AstraZeneca, il va nous donner 4
cas de thrombose par million de vaccinations réalisées, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que la pilule contraceptive, ben, quand vous avez 1 million de femmes qui prennent la pilule contraceptive, ben, dans cette population-là, il y en a 500 à 1200 qui vont développer également une thrombose. Donc, c'est déjà beaucoup plus. Le tabac, ben, c'est encore pire. Pour 1 million de personnes qui fument, ben, on va avoir 1763 cas de thrombose. Bon, malheureusement, c'est pas pour ça qu'on arrête de fumer. Et quand on développe une infection au coronavirus, et en tout cas qu'on est hospitalisé, ben, des troubles graves qu'on peut développer, ce sont des thromboses, et là, de façon quand même extrêmement fréquente, parce que ça se présente quand même dans plus de 16% des cas. Donc, le fait effectivement ici de se dire on arrête de vacciner parce que on peut développer des thromboses, ça n'a effectivement pas beaucoup de sens, parce que ben, on évite quand même beaucoup de soucis par rapport au nombre de cas. Alors, la même chose, hein, si vous n'étiez pas encore tout à fait convaincu, il y a des chercheurs, des mathématiciens qui se sont amusés à modéliser tout ça hein, en fonction des données, et de se dire, tiens, le fait d'avoir justement arrêté cette campagne de vaccination par l'AstraZeneca autant de jours en Italie et en France, quel est l'excès de mortalité que ça a pu engendrer par rapport à éventuellement un excès de décès, parce qu'évidemment on peut faire une thrombose, c'est pas pour ça qu'on va en mourir, hein, évidemment c'est quelque chose qui se soigne. Mais donc ils ont calculé, ben, si on a arrêté pendant 3 jours, 7 jours, si on a arrêté pendant 500 jours, quel est l'excès de décès qu'on aurait eu dû à l'infection au coronavirus, hein. On avait arrêté 500 jours, les décès supplémentaires, ben, c'est quand même des chiffres extrêmement élevés. Bon, on a généralement arrêté entre 7 et 10 jours. Hein, et donc, ben, on voit, en fonction des incidences dans les populations, le nombre de décès que ça a engendré par l'infection. Et ils ont imaginé, hein, modélisé que le nombre de cas de thrombose, ben, imaginons que tous ceux qui auraient fait une thrombose seraient morts, ben, mais ce qui est loin d'être le cas. Hein. On est effectivement ben, quand même à des chiffres qui sont beaucoup moins importants. Et si on prend ben, un scénario standard hein, de mortalité par thrombose veineuse, ben, on voit clairement que ne pas vacciner parce qu'on peut développer des thromboses veineuses, ça n'a évidemment aucun sens, et au contraire, on favorise le nombre de morts. Alors, le planning en Belgique, ben, on s'y tient hein, par rapport à ce qui avait été déterminé au début. Hein. On sait que maintenant, on a une belle accélération et que ça va encore se poursuivre ici au niveau du mois de juin. Et donc, ben, on avait commandé à peu près 23 millions de vaccins. Le but, effectivement, maintenant, et on y reviendra, on avait parlé de 70% de population vaccinée, ben, on aimerait quand même bien que ce soit un petit peu plus. Alors, voilà un petit peu la ventilation hein, de ce qui a été commandé et délivré, hein, et on voit qu'on est surtout sur du Pfizer, de l'AstraZeneca, un peu moins de Moderna et beaucoup moins de Johnson & Johnson. Et actuellement, voilà, hein, si vous voulez les chiffres actualisés, ben, vous pouvez aller
les consulter chaque jour. Hein. Ici, c'est des chiffres qui datent du 1er juin et où on a effectivement maintenant des chiffres d'une quarantaine de % de la population qui sont vaccinés, avec plus ou moins la moitié entièrement vaccinés. Évidemment, un très très bon taux de vaccination pour les tranches d'âge élevées, pour les populations à risque. Ça, c'est vraiment très bien. Et la même chose, 80% des personnes avec comorbidité sont vaccinées. Donc ça, on a un bel avancement. Voilà ici, parce qu'effectivement, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de... Peut-être c'est un petit peu confondant, parce qu'on entend, oui, 50% des gens sont vaccinés, non, 41%, et puis on se dit, ça y est, on ne sait plus compter. Alors non, c'est pas qu'on ne sait plus compter, mais ça dépend population de référence. Si on prend sur toute la Belgique, on a 40% de personnes qui sont vaccinées, et si on prend la population qui est, en tout cas à l'heure actuelle, vaccinable, on va dire, les 18+, on est à 50%, un petit peu plus, vous voyez, de personnes vaccinés. Et voilà, on voit que dans les 65+, on a un très très bon taux de vaccination. Alors, ces fameux variants, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce qu'il faut en avoir peur? C'est un petit peu ce qui est à l'ordre du jour, on va dire, pour le moment. Alors, pour un petit peu faire la synthèse, vous le savez certainement, il y a 4 variants qui sont, on va dire, monitorés et sous surveillance. On a évidemment le variant anglais, comme on dit, le sud-africain, le brésilien, et celui qui fait beaucoup parler de lui pour le moment, c'est le variant indien. Alors, on sait, c'est invariable, au plus, c'est le cas pour tous les virus, au plus un virus circule, au plus il a de chances de muter. Alors, c'est quoi des mutations? Quand le virus se réplique, il peut faire des erreurs, parce qu'on sait que ça se réalise un nombre incalculable de fois, et donc parfois, qu'est-ce qui se passe? Il y a des erreurs. Et donc c'est ça, une mutation, c'est vraiment une erreur dans la fabrication du virus. Alors, pourquoi c'est important? Parce que des erreurs, il y en a pour tous les virus, c'est normal. Alors il y en a certains qui sont plus sujets à faire d'erreurs, et bon voilà, d'autres moins. Donc on sait que ici le virus Covid est effectivement quand même assez stable, on ne voit pas énormément de mutations. Et en quoi c'est intéressant? C'est de se dire, ok, soit la mutation ici ne provoque rien ou ne change rien dans l'état du virus, soit elle lui donne des propriétés qui sont différentes. Et qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un taux de transmission qui est plus élevé. Ça peut être effectivement la sévérité de la maladie qui est plus importante. Ou ça pourrait effectivement diminuer l'efficacité des vaccins. Et comment ça pourrait le faire? Si vous avez une mutation qui est dans cette fameuse protéine spike et qui modifie complètement sa physionomie, on va dire, l'anticorps, le plan que nous on a donné par le vaccin effectivement pour fabriquer l'anticorps, il peut ne plus tout à fait être adapté et ne plus tout à fait reconnaître, pouvoir venir se coller ici et neutraliser le virus. Donc c'est ça le risque effectivement, éventuellement des nouveaux variants, c'est de se dire si cette protéine spike est suffisamment modifiée, bien on pourrait ne plus être reconnu par le vaccin et donc le vaccin pourrait être moins efficace, ou si c'est complètement différent, être complètement inefficace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si ça modifie cette protéine spike, c'est via la protéine spike que le virus peut rentrer dans la cellule, peut-être qu'il va rentrer aussi moins facilement ou plus facilement. Donc, c'est ça qu'il faut voir un petit peu
ce qu'il en est à ce niveau-là. Donc, l'idée ici de l'efficacité du vaccin et pourquoi on veut vacciner vite, c'est parce que au moins il circule, au moins on a de chance d'avoir une mutation qui peut potentiellement nous donner des maladies plus graves ou un mode de transmission plus élevé ou un vaccin moins efficace. Alors, ça, c'est vraiment la chose qu'on surveille et qu'on regarde un petit peu dans ces mutations. Alors, la distribution en Belgique, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le variant anglais est dominant. On a surtout ça pour le moment. On a très très peu de variants sud-africains, brésiliens et indiens pour le moment. Et donc, voilà, c'est toujours effectivement l'idée de limiter ces contacts et de pouvoir vraiment ne pas le laisser se développer dans la population. En Europe, c'est sensiblement pareil, surtout de l'anglais. On a un petit peu de Brésiliens au Portugal, un petit peu de Sud-Africains en Finlande, mais ça reste très limité. Maintenant, vous en avez certainement un petit peu entendu parler, en Angleterre, on a quand même le variant indien qui tend en tout cas à pointer le bout de son nez. Et donc, voilà, ça je pense qu'il faut tenir à l'œil et il faut certainement pouvoir vacciner vite et pouvoir éviter, encore garder un petit peu les mesures de protection pour éviter qu'ils ne puissent se disperser de façon importante. En tout cas, dans les études, qu'est-ce qu'on voit? C'est que même contre ce variant indien, on a des taux d'efficacité qui sont relativement importants, même si on sait qu'ils sont moins importants que sur le variant anglais et que clairement contre les formes sévères et les hospitalisations, ça reste toujours extrêmement efficace. Alors, ce qu'il faut savoir, et aussi peut-être pour mettre les choses en perspective, on pourrait se dire, bon, 60%, c'est pas beaucoup, ça reste quand même très, très important. Certaines années, les efficacités des vaccins contre la grippe est plus ou moins de 20 à 30%. Donc, voilà, on a quand même quelque chose ici qui tient la route et qui donne quand même une bonne efficacité. Ce qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que, en ce qui concerne les vaccins, en tout cas à ARN messager, imaginons qu'on ait une mutation qui rende les vaccins beaucoup moins efficaces et où éventuellement il faudrait pouvoir l'adapter. Comme les vaccins ARN, on donne un plan, on peut très facilement et très rapidement modifier ce plan. Donc on peut facilement modifier cet ARN messager. Dans 5 à 6 semaines en laboratoire, on pourrait avoir un vaccin qui est efficace. Évidemment, il faut produire, mais donc ça, c'est le gros avantage des vaccins à ARN messager, c'est qu'ils sont très rapidement adaptables, ce qu'on n'a pas évidemment avec les autres vaccins. Alors, on peut aussi les adapter, c'est pas ce que je veux dire, mais ça prend quand même beaucoup plus de temps. Donc voilà un petit peu l'idée et l'état de la situation à l'heure actuelle concernant les variants. Ce que je voulais aussi un petit peu partager avec vous, c'est ce baromètre qui a été réalisé par l'Université de Gand concernant l'état un petit peu de la population par rapport au respect des mesures ou à la volonté de se faire vaccinés. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont analysé environ, je pense, 130 000 personnes depuis déjà quelques mois. Et
ben, qu'est-ce qu'on voit ici pour la motivation à se faire vacciner? Ben, c'est qu'on a quand même un très très bon taux de motivation en Belgique. Hein. On est quasi ici à 80% de gens qui sont en tout cas ou vaccinés ou désireux de le faire. Hein. Et on voit ici qu'on est quand même relativement stable et que maintenant, ben, en tout cas courant mai, on augmentait encore un petit peu, on va dire, la confiance hein, entre ces vaccins. Et donc, ben, voilà, tant mieux, parce que ben, comme on l'a vu, c'est effectivement nécessaire de le faire. Hein. On aimerait bien atteindre ces fameux 90% d'immunité, parce que évidemment, hein, on en a déjà parlé, les variants un petit peu plus contagieux, bon, on a de bonnes perspectives concernant la transmission, hein, mais donc au plus on est efficace avec la vaccination, c'est-à-dire au moins le virus circule, c'est-à-dire au moins il se réplique, au moins les gens sont infectés, ben, au moins il va muter et ben, voilà, au plus on va être efficace et on va pouvoir l'éliminer. Maintenant, ben voilà, le problème aussi, c'est que ben, ça n'a pas beaucoup de sens non plus de voir ça uniquement à l'échelle de la Belgique, hein, certainement dans le monde actuel. Voilà, on est loin d'être cloisonné. Et bon, on sait qu'il y a quand même des différences majeures dans le monde en fonction du taux de vaccination. Et voilà, hein, s'il ne circule plus chez nous, mais qu'il circule encore ailleurs, ben effectivement, avec la facilité maintenant, avec les voyages et avec les contacts qu'on peut avoir, ben voilà, ça permet quand même toujours de faire circuler ce virus. Donc c'est un challenge, ben oui, certainement chez nous, dans notre pays, mais pas que, de pouvoir vacciner un grand nombre de personnes à grande échelle. Alors, une question qu'on me pose aussi souvent, c'est se dire, on entend un peu des remarques qui disent oui, mais maintenant on a quand même des traitements efficaces, alors moi je vois pas très bien pourquoi je me ferais vacciner, parce que, bon, ben voilà, moi je suis pas malade, je suis pas forcément à risque, hein, et certainement pas jeune. Donc, voilà. Alors, première chose, c'est que, ben oui, c'est se protéger soi, mais c'est aussi protéger les autres, hein, totalement. C'est plus large que uniquement un traitement individuel. Et puis, oui, on a évidemment des médicaments qui sont efficaces, mais attention, hein, c'est la même chose que les antibiotiques, ben, les antiviraux, si on les utilise à tort et à travers, et certainement pas à bon escient et on les utilise de trop, ben, les virus, ils s'adaptent aussi. Hein. C'est vraiment une partie d'échec en disant ah, lui il fait ça, ah, ben, tiens, moi je vais faire ça. Et donc, ben, il peut s'adapter, il peut muter et ils peuvent devenir résistants. Donc, voilà, prudence avec ça. Je pense que le gros avantage de la vaccination, ben, c'est qu'on se situe en préventif. Et donc, ben, voilà, on évite effectivement ben, déjà d'avoir la maladie, de la transmettre aux autres, mais en plus, on laisse aussi la capacité aux antiviraux ben, d'être efficaces quand on en a vraiment besoin. Et c'est quand même quelque chose qui est important hein, parce que ça a été, cette résistance, en tout cas aux antimicrobiens, a quand même été identifiée par l'OMS comme l'une des 10 plus grandes menaces pour la santé mondiale. Donc je pense que c'est vraiment important d'être parcimonieux tant dans l'utilisation ben, des antibiotiques ou des antiviraux et que donc les vaccins ont tout leur sens dans la prévention des infections. Alors, de nouveau, dans ce baromètre, ils ont mesuré ici la motivation à adhérer aux mesures hein, pendant la pandémie. Alors, vous voyez, tout au début, je pense que tout le monde avait effectivement a été un peu surpris et avait quand même assez peur, hein, puisqu'on ne connaissait quand même pas encore grand-chose. Et donc, on avait un haut taux de motivation ben, à adhérer aux mesures. Et puis, ben, en fonction, on est, hein, et aussi de l'évolution hein, des vagues, on a ben, tous eu un petit peu moins envie de respecter hein, ces mesures qui, il faut bien avouer, sont tout à
fait contraignante. Bon, maintenant, on est quand même environ à 65% des gens qui respectent, hein, ce qui est quand même pas si mal. Et évidemment, hein, ça, plus la vaccination, ben, ça va nous permettre certainement de gagner la partie. Et donc, ben, pour le moment, où en est-on, hein, parce qu'on se dit, oh, ben, ok, moi je suis vacciné, j'ai quand même envie de me relâcher un petit peu, hein, et on comprend bien. Alors en Belgique, pour le moment, c'est pas encore le cas, parce que ben, voilà, on veut vraiment jouer la carte de la prudence, hein, évidemment, on n'a pas une protection à 100%, ça c'est pas possible, hein. Et puis, ben, voilà, on a peu de, enfin, on commence à en avoir, mais je veux dire, on n'a pas encore énormément de données, hein, sur la contagion post-vaccination. On sait qu'elle est beaucoup moins importante, hein, mais donc voilà, et de nouveau, l'idée de cette transmission, hein, au plus on fait circuler le virus, ben, au plus on lui donne des chances de muter. Donc tout ça fait qu'on reste encore prudent pour le moment et que même si vous êtes vacciné, toutes les mesures restent encore d'actualité, hein, concernant le testing, concernant le tracing. Toutes ces choses-là sont toujours en vigueur, la même chose, hein, pour les contacts à respecter. Maintenant, ben, voilà, les assouplissements sont attendus dans les prochains mois, hein, voire sans doute même prochaines semaines, surtout si la campagne ici s'accélère. Mais voilà, alors l'avis en tout cas de l'Europe, c'est qu'effectivement, ben, entre deux parties, hein, deux personnes entièrement vaccinées, ben oui, hein, on pourrait assouplir les mesures, hein, parce que ben, on montre quand même qu'on a beaucoup moins de chances, effectivement, et de transmettre et de développer la maladie. La même chose, hein, si vous êtes vacciné et que l'autre personne appartient à un groupe à faible risque, hein, des enfants et tout ça, ben oui, on pourrait certainement assouplir à ce niveau-là. Alors intéressant aussi, ici dans ce fameux baromètre, c'est la perception du risque d'infection après la vaccination. Et on voit effectivement ben, que les personnes non vaccinées, ben, elles indiquent quand même que dans leur contact avec des personnes vaccinées, ben, voilà, elles respectent moins les mesures après la vaccination, mais elle prévoit quand même de maintenir un suivi des mesures avec les personnes non vaccinées. Et alors, ça dépend aussi très très fort de l'intention avec laquelle on s'est fait vacciner. Hein, pour les personnes qui se sont fait vacciner aussi, ben, non pas uniquement pour se protéger elles-mêmes, mais dans un but plus altruiste en disant ben oui, si moi je me fais vacciner, ben, je vais protéger mes proches, je vais protéger les personnes à risque et les personnes plus âgées. Ben, dans ce groupe-là, il y a plus d'intention de maintenir les mesures sanitaire, on va dire, même après être vacciné. Donc, l'importance, je pense, en tout cas le grand message, ben, c'est de pouvoir continuer à informer les gens avec des informations objectives, on va dire, et scientifiques, et de pouvoir effectivement les motiver à se faire vacciner et à en comprendre quel est l'intérêt, hein, quels sont les bénéfices et quels sont aussi les risques. La même chose aussi ici, hein, on voit l'évolution du nombre de contacts étroits dans le temps. Ben, voilà, hein, effectivement, maintenant on voit que ben, de plus en plus de personnes ont de plus en plus de contacts étroits avec environ plus de 5 personnes. Alors pour terminer, hein, quelques petites informations sur ce fameux Corona Pass. Hein, en tout cas, au niveau européen, en Belgique, il est en train de se dessiner, de se mettre en place. Mais donc, il sera disponible hein, ici fin juin, hein, assez rapidement. Ce sera gratuit hein, en niveau certainement respect de la vie privée, ces choses-là. C'est quelque chose qui est voulu comme évidemment accessible à tout le monde. Et l'idée, c'est pas de prendre en compte uniquement hein, la vaccination, mais également ben, effectivement des tests négatifs récents, hein, le fait effectivement que vous ayez développé la maladie et que vous ayez
soyez complètement rétabli après. Donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent et ce ne sera pas simplement on-off, je suis ou je ne suis pas vacciné, et ce sera disponible effectivement sous forme digitale ou bien également aussi sous format papier pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'était une petite aparté qui donne un petit peu quelques perspectives sympathiques pour l'été. Voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre, en tout cas aujourd'hui, concernant la vaccination. Et je propose effectivement qu'on passe un petit peu en revue les questions. Alors, je vois ici, concernant le passeport sanitaire européen, la vaccination est bien entendu un élément central, mais aussi l'immunité et les tests. Savez-vous pourquoi les tests antigéniques sont aussi intégrés dans ce pass alors qu'ils n'offrent pas la même certitude que les tests PCR en cas de charge virale faible? Oui, alors ça, effectivement, c'est la différence. Hein. Un test PCR entre les tests qu'on réalise pour savoir effectivement, tiens, est-ce qu'on a la maladie, hein, est-ce qu'on a du virus qui est présent dans notre corps. Donc ça, effectivement, c'est un des tests qu'on réalise classiquement, hein, qui sont disponibles maintenant aussi en pharmacie, et de se dire, bon, ben voilà, si ça fait moins, alors ça aussi, hein, vous pouvez être négatif aujourd'hui et positif demain. Ça, c'est le problème, effectivement. C'est pour ça qu'on demande des tests qui soient assez récents, hein, de 72 heures avant un départ. Mais donc, ces tests-là identifient s'il y a la présence de virus dans votre corps. Alors attention avec ça aussi, c'est que vous pouvez garder la présence de virus assez longtemps après avoir eu un test enfin, après avoir développé la maladie, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes encore contagieux. Hein. Il y a des restes de virus qui restent dans notre corps, mais qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas assurer une transmission à d'autres personnes. Les tests antigéniques, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder votre taux d'anticorps. Donc, on ne va pas regarder la présence du virus, mais on va regarder si vous avez été en contact avec le virus et si votre corps a développé ces fameux anticorps. Alors, là aussi, le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut être dans un certain laps de temps pour pouvoir le détecter. Parce que, voilà, au départ, quand vous allez développer la maladie, ce test-là ne sera pas positif parce qu'on sait qu'il faut un certain laps de temps pour pouvoir développer ces anticorps. Donc, faire un test directement après, on ne va pas en trouver. Et puis, ça va augmenter, on va avoir un pic. Et puis, le pic va rester, ça va être un petit plateau qui va rester environ quelques mois. Et puis, voilà, il n'y aura plus de nécessité de fabriquer ces anticorps parce que voilà, vous êtes complètement guéri et vous n'êtes plus en contact. Et donc, le plateau va diminuer. Donc, si vous êtes trop tard après le contact ou trop tard après une vaccination, il se pourrait que ces tests soient négatifs aussi, hein, qu'on n'ait plus d'anticorps, pas parce que vous n'êtes plus protégé, parce que a priori, on garde quand même une certaine capacité à pouvoir, par les cellules mémoire, à pouvoir les reproduire, mais on ne va pas en retrouver directement. Donc le problème, c'est que pour ces tests sérologiques où on regarde les anticorps, hein, donc s'il y a eu un contact, il faut être dans un laps de temps qui soit pertinent. Parce que si on est trop loin après, hein, on aura effectivement un test qui sera négatif. Et ça, c'est le problème, effectivement,
effectivement de réaliser les bons tests au bon moment, hein, pour pouvoir effectivement être efficace. Hein, la même chose avec les fameux tests PCR, la même chose avec les tests rapides. Hein, pourquoi on demande de les répéter? C'est justement pour pouvoir identifier soit la présence du virus, soit la présence d'anticorps et se donner un maximum de chances de détecter soit la maladie, soit la présence des anticorps. La protection. OK? Alors, si on a eu la maladie, cela vaut-il toujours la peine de se faire vacciner? Alors oui, ça c'est aussi une bonne question. Oui, la réponse est clairement oui, parce qu'on montre quand même qu'après une infection, et certainement si elle a été peu ou quasi pas symptomatique, la réponse immunitaire, alors qui a été fabriquée par notre corps, est beaucoup moins importante que celle qui est induite par la vaccination. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi de laisser la vaccination ouverte à tout le monde et de ne pas tester les gens et faire une distinction. Tiens, on est vacciné, on a contracté déjà la maladie, on ne va pas vacciner parce que de toute façon, ça va refaire vraiment comme un boost où effectivement notre système immunitaire va être stimulé, produire un bon taux d'anticorps et garder cette cellule, cette mémoire, on espère, pendant un long laps de temps. Donc oui, le fait d'avoir développé la maladie, il y a un intérêt à se faire vacciner. Voilà, mon micro ne fonctionne plus. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, je pense que Gertien, je ne vois pas d'autres questions. On entend visiblement moins. Est-ce que c'est mieux maintenant? Mais de toute façon, on va clôturer alors pile à l'heure. Et je vous souhaite une belle journée et une bonne vaccination. Bel après-midi. Au revoir.